Bonjour, Bernard Ditch pour Forbes Ecofinance. Le coronavirus a mis à genoux en quelques semaines l'économie mondiale, avec des conséquences désastreuses pour les ménages et les entreprises. Chaque semaine, des experts et des entrepreneurs nous apporteront un éclairage complet sur des sujets économiques et financiers qui vous concernent. Pour nous éclairer, j'ai le plaisir de recevoir Jean Ims, chercheur au CNRS et professeur à l'École d'économie de Paris et NYU. Jean Ims, bonjour. Bonjour. Quelle est ta perception de la situation économique actuelle et à ton avis, comment va-t-elle évoluer? Je crois que la réponse est assez évidente. L'économie mondiale, française, européenne est plus ou moins en pause. Les chiffres actuels suggèrent une contraction de l'ordre de 25 à 30% de l'activité aux États-Unis, pareil en Europe. Donc c'est une récession énorme, énorme, sans beaucoup de précédents dans l'histoire récente. Il faut aller jusqu'en 1929 pour trouver quelque chose qui a à peu près la même magnitude. Donc on parle vraiment d'une récession très très violente et surtout très très soudaine qui s'est déclarée en quelques semaines. Donc on est un peu en un territoire inconnu en termes de la magnitude du phénomène et la violence du phénomène. Euh, donc ça c'est l'état des lieux aujourd'hui. Je crois que les banques centrales et les gouvernements, en tout cas des pays avancés, ont répondu d'une manière extrêmement vigoureuse également. Le Congrès américain a voté des dépenses de 2 trillions de dollars en vue de sauvegarder l'économie américaine. La Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne ont déployé une panoplie d'armes pour essayer de soutenir l'économie. Donc je dirais la magnitude de la récession est sans précédent, mais la réponse des politiques est là aussi sans précédent. L'économie est clairement sous perfusion, mais quels sont les outils à disposition des banques centrales et des gouvernements pour pallier à cette crise? Elle est sous perfusion dans le sens où l'économie a marqué une pause, l'économie mondiale est vraiment en pause. Et la question, c'est est-ce que lorsqu'on appuie sur la touche play de nouveau, est-ce que l'économie repart comme en 40 ou est-ce qu'elle repart très très lentement ou est-ce qu'elle ne repart pas du tout? Quels sont les effets potentiellement irréversibles et permanents de cette pause? Je dirais que l'économie au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas vraiment sous perfusion. Ce que les banques centrales et les gouvernements font, c'est d'essayer de minimiser les conséquences à long terme du fait qu'on soit en pause. C'est-à-dire de permettre, en particulier aux petites boîtes, de ne pas faire faillite, de manière à ce qu'elles survivent les 3, 4, 5, 6 mois d'un éventuel confinement, et de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de gens au chômage, chômage de long terme en particulier, qui perdent leur talent, qui perdent leur habilité et qui finalement laissent tomber et n'essaient pas de retrouver un job. Ça, ce sont des conséquences à long terme que clairement les gouvernements sont en train d'essayer d'éviter aujourd'hui, à la fois avec la politique fiscale que je décrivais avant et la politique monétaire que je décrivais avant. C'est pas tout à fait sous perfusion, c'est juste essayons de limiter les dégâts au long terme pendant qu'on est dans cette pause forcée. Maintenant, la sortie de la pause forcée, ça c'est vraiment la question la plus importante. Je dirais comment ça a des chances de se passer. Dans la première étape, on utilise un marteau, on tape sur le virus le plus fort possible pour arrêter la diffusion exponentielle du virus. Et dans un second temps, j'ai lu des articles qui appelaient ça une danse. Ils appelaient ça une danse parce que l'idée, c'est que une fois que la capacité de propagation du virus a baissé, c'est-à-dire que le nombre de personnes infectées par personne infectée est passé en dessous de 1, c'est ce qu'on appelle le R0, hein, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ce R0. Donc on n'est plus dans une situation épidémique où l'épidémie croît de manière exponentielle, dans la mesure où ce que les boîtes, les activités diverses et variées vont devoir s'habituer, ce à quoi elles vont devoir s'habituer, c'est une demande, une fluctuation de la demande très importante et très très régulière. C'est-à-dire qu'il est possible que toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, on reconfine une région ou une ville ou un secteur d'activité ou un secteur de population. Ce qui fait que, par exemple, si on est en restaurant, on peut avoir beaucoup moins de clients du jour au lendemain, simplement par la création la réinstauration d'un reconfinement après le déconfinement initial. Donc, je dirais, la manière dont ça va se passer après, ça va se passer, les boîtes qui sont capables de s'ajuster à un environnement extrêmement volatile et extrêmement flexible comme ça,
s'en sortiront. Celles qui sont moins adaptables et qui ont besoin de beaucoup de prévision, de prévisibilité ou de prédictabilité leur, euh, dans leurs revenus, dans leur activité, trouveront ça difficile. Ce qui est vrai, c'est que les armes que la politique fiscale et la politique monétaire utilisent aujourd'hui, c'est-à-dire une expansion fiscale énorme, ce qu'on appelle le quantitative easing en anglais, sont des choses qu'on voit dans l'économie mondiale depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'en 2008, 2009, la Banque centrale européenne, la Fed, la Banque centrale américaine, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, ont commencé à faire ce qu'elles se proposent de continuer à faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles ont commencé à racheter des obligations d'État à l'appel, littéralement. Donc, pourquoi? Parce que les États étaient très endettés, par exemple la Grèce, par exemple les États-Unis. Donc, le refaire aujourd'hui, c'est vrai, ça n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'échelle à laquelle les grandes banques centrales se proposent de le faire. Et encore une fois, la soudaineté et la violence de leur réponse. Toutes les grandes banques centrales ont réagi d'une manière extrêmement violente à la crise du virus. Du point de vue fiscal, c'est vrai aussi, la plupart des pays, alors là pour le coup riches ou moins riches, ont un taux d'endettement qui a une tendance à la hausse sur les 2-3 dernières décennies. Et là, ce qui se passe, c'est la tendance s'exagère, enfin, s'intensifie. Alors, aux États-Unis, c'est 2 milliards. En France, on parle de 300 milliards, de trilliards, pardon. En France, on parle de 300 milliards. Ce qui veut dire que les taux d'endettement qui sont pour les US, par exemple, autour de 100%, pour l'Europe, à peu près autour de 100%, en France, c'est un peu plus. Oui, il y a de très fortes chances qu'ils sautent de 100, disons, à 130 ou 140%. Ce qui n'est pas négligeable du tout. Maintenant, est-ce que ce taux d'endettement est particulièrement inquiétant au jour d'aujourd'hui? Moi, j'ai envie de te dire que non, parce que, en effet, les gouvernements ont cette capacité de ne jamais effectivement rembourser la dette qui a été contractée dans le passé. C'est-à-dire que les dettes souveraines en particulier, dans leur quasi-totalité sur le siècle dernier, sont rolled over, c'est-à-dire que pour payer la dette, on émet plus de dettes. Donc la plupart des gouvernements font ça depuis presque la Seconde Guerre mondiale, et la raison pour laquelle ils s'en tirent, c'est que le stock de dette en dollars augmente effectivement, mais le stock de dette relativement à l'activité, c'est-à-dire relativement au PIB, ça n'augmente pas. Et pour peu que le PIB augmente suffisamment rapidement, en tout cas plus rapidement que la dette, le ratio de la dette sur le PIB baisse. Donc on peut tout à fait avoir un pays qui, s'il croît suffisamment vite, peut s'endetter de plus en plus en dollars ou en euros, mais un ratio qui, par rapport à son PIB, baisse. C'est un problème sans précédent? Non, c'est pas sans précédent. Effectivement, on a vu les taux d'endettement augmenter dans ces proportions-là lors des guerres. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale a vu les taux d'endettement doubler, tripler aux États-Unis, en Angleterre. Et ils sont redescendus après par rapport au PIB, puisque le PIB a cru plus vite que la dette. Est-ce que la BCE prendra uniquement en charge les dettes qui ont été créées pour faire face au coronavirus, ou elle prendra aussi les dettes antérieures qui ont été créées par les États? C'est pas un sujet d'inquiétude pour moi, en tout cas pas pour l'instant, vu ce que la BCE se propose de faire, vu le contexte actuel de taux d'intérêt très très bas, certainement plus bas que la croissance, en tout cas à un horizon de 5 ans. Je répète, ça ne me préoccupe pas plus que ça que l'Italie, entre guillemets, ne soit pas capable de rembourser toute sa dette. La préoccupation, c'est plutôt si le ratio de la dette sur le PIB explose. Et ça, c'est quelque chose de très différent de je ne paye pas ma dette. Ça, c'est une situation dans laquelle la dette croît beaucoup plus vite que le PIB. Donc, il y a cette question de savoir si, dans le contexte de ce genre de politique, est-ce que les banques centrales peuvent, doivent, vont discriminer entre la dette existante, qui préexistait le coronavirus, et celle qui est émise à cause du coronavirus. Personnellement, ça, j'y crois pas une seconde, parce que il s'agit de bons souverains qui sont émis par un gouvernement souverain. Je vois mal comment la BCE pourrait mettre en œuvre une distinction du type de dette émise par l'Italie qu'elle serait disposée à racheter
et un autre type qu'elle ne serait pas disposée à acheter. Je le vois mal. Typiquement, la manière dont ce quantitative easing se fait. Aujourd'hui, la BCE rachète quel type d'obligations? Avant qu'elle entame un rachat d'actifs très ambitieux en fin 2014, en 2015, la BCE n'achetait que du triple A. Donc, elle n'achetait que les obligations les plus sûres qui soient. Et puis, en 2015, elle a commencé à racheter bien d'autres actifs. En particulier, elle a commencé à racheter de la dette grecque, qui, en 2015, c'est utile de s'en rappeler, était tout sauf triple A. Enfin, en fait, il y a presque plus de triple A maintenant en Europe. Donc, ce que je veux dire, c'est que la BCE, en tout cas la Fed aussi, la Banque du Japon aussi, ont cette tradition presque maintenant, depuis 15 ans, de monétiser la dette émise par les gouvernements. Comment ils vont financer la dette? La BCE avait réussi à juguler le problème pour la Grèce, mais cette fois, il s'agit d'une dette colossale. La taille du bilan de la BCE a triplé. C'est-à-dire que la monnaie créée par la Banque centrale européenne, le nombre d'euros en circulation dans la zone euro et en dehors de la zone euro, a triplé en 15 ans. Aux États-Unis, ça a été multiplié par 4. La taille du bilan de la Fed a été multipliée par 4 depuis 2008, depuis 10 ans. Donc, la planche à billets, elle fonctionne à plein régime depuis une quinzaine d'années, et ce, évidemment, avant le coronavirus. Elle va fonctionner encore, et sans doute encore plus. Cette fois, le quantitative easing est à un niveau qui est beaucoup plus important. Et les niveaux d'endettement des États ont augmenté, vont augmenter, sont en train d'augmenter, mais ça, en soi, c'est pas non plus une grosse préoccupation. La grosse préoccupation, la grosse inquiétude, c'est l'état de l'économie, c'est-à-dire c'est combien de boîtes vont faire faillite, combien de jobs vont disparaître. C'est là quelle est la grosse inquiétude. Quel sera le taux de chômage en sortie de crise? Mais si on arrive à faire suffisamment de tests, suffisamment rapidement, des tests qui peuvent être administrés rapidement et dont on peut voir le résultat de manière immédiate, on peut déconfiner. On peut déconfiner tous les gens qui ont un test négatif, qui nous permettent de pouvoir mettre les gens non infectés ou non contagieux au travail le plus vite possible. Parce que plus on attend, plus on peut détruire de jobs et de boîtes, et l'économie peut vraiment, effectivement, entrer dans une zone de dépression avec des taux de chômage qui peuvent monter à 20-25%. De quels outils disposent les gouvernements pour faire baisser le chômage en fin de confinement? Actuellement, c'est ça l'idée. Le chômage partiel, c'est qu'on peut faire en sorte que la boîte survive en limitant la charge salariale sur la boîte, parce que les employés sont payés par l'État. Est-ce que tu penses que les gouvernements vont soutenir la demande des ménages pour faire repartir la croissance? La politique fiscale, elle fait 3 choses en ce moment. Elle doit faire 3 choses en ce moment. La première chose qu'elle doit faire, c'est comment dirais-je, pallier à la catastrophe sanitaire. Donc, les États doivent dépenser pour pallier à la catastrophe sanitaire. La deuxième chose, c'est d'investir dans les tests, et éventuellement dans un vaccin, mais moi je dirais surtout dans les tests. Le vaccin, il va prendre 2 ans, alors que les tests, ça résoudrait vraiment beaucoup de notre problème si on pouvait les faire à une échelle, à faire 5-10% de la population par jour, ça nous suffirait à mettre beaucoup de gens au travail. Et effectivement, la troisième chose, c'est de gérer la demande, c'est-à-dire de remplacer temporairement le fait qu'il n'y ait pas qu'il y ait peu de consommation, par exemple, qu'il y ait peu d'investissement. Par exemple, un programme d'infrastructure, c'est pas une mauvaise idée. Donner des moyens aux ménages. Donner des moyens aux ménages, les prêts à taux zéro, tout ça, ce sont d'excellentes idées. Mais pour moi, la priorité, c'est pas nécessairement donner de l'aide aux ménages. Les ménages, une fois qu'on sait que dans la rue, on va pas attraper le virus parce que les gens ont été testés convenablement et on peut aller au restaurant sans avoir peur d'attraper le virus, une fois qu'on sait ça, on peut rentrer chez soi avec ses parents ou ses grands-parents et être sûr de ne pas les infecter. C'est vraiment très difficile à dire, mais le rythme actuel est dans cet ordre d'idées-là. Le rythme actuel donne la possibilité d'une récession en rythme annuel autour de 25-30%, quelque chose d'absolument cataclysmique, du domaine d'une guerre mondiale. À ton avis, combien de temps va durer cette crise? La réponse courte, c'est je vois mal ça avant 1 an. Je vois mal que il me paraît peu probable que d'ici 1 an, on ne parle plus du coronavirus et qu'on n'en voit plus trace. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va rester avec nous pour quelques années. Et il faut attendre au moyen terme, d'ici 3 ou 4 ans. Est-ce que cette situation pourrait plus profiter à certains pays?
d'un point de vue économique, l'économie, c'est vraiment pas un jeu à somme nulle. Donc, le fait que l'Allemagne ou la France, la première économie mondiale en termes de population, en termes de PIB, c'est-à-dire toute l'Union européenne, le fait que l'Union européenne soit à genoux, si tant est qu'elle le soit, je ne vois pas à qui ça peut bénéficier. Je pensais plus par rapport aux pays d'Asie. Mais même les pays hors Europe n'ont rien à gagner à ce que l'Europe aille mal, puisque ça veut dire qu'un des marchés essentiels sur la planète est absent. Donc les interdépendances sont telles qu'il n'y a vraiment pas d'argument pour dire il y a des gens qui vont bénéficier du fait que nous, on soit plus petits. Le fait que nous, on soit plus petits, ça va rendre les choses plus difficiles pour tout le monde. Maintenant, d'un point de vue géopolitique, c'est notre affaire, évidemment. D'un point de vue géopolitique, clairement, la Chine avance ses pions en mettant en avant le fait qu'elle c'est la première à avoir résolu, entre guillemets, résolu le problème, si tant est qu'on puisse en être sûr. Mais la géopolitique est sans doute un jeu à somme nulle, alors que l'économie, c'est pas du tout un jeu à somme nulle. Donc, le fait que moi j'aille moins bien rend les autres moins bien aussi. Je crois que les Chinois ou les Singapouriens savent bien. Pour conclure, quels seront les secteurs les plus impactés? Je pense que les secteurs qui vont s'en sortir le mieux sont les secteurs qui sont les plus adaptables et les plus flexibles. C'est-à-dire qui arrivent. Donc il y a deux catégories pour être précis. Il y a les énormes boîtes avec beaucoup de cash. Elles, il y a un gros coussin. Donc avec ce gros coussin, je peux traverser 2 semaines de demande, 2 semaines sans demande, 2 semaines de demande, 3 semaines sans demande. Ça va. Les petites boîtes, évidemment beaucoup plus compliqué. Donc celles qui peuvent traverser ça, c'est celles qui arrivent à planifier d'une manière extrêmement adaptable et flexible, ce qui est vraiment pas évident, un environnement aussi volatile, ce qui va être volatile. Donc ça, c'est de manière générale, systémique, je dirais. En termes de secteur d'activité, difficile à dire. Je pense que tout ce qui est high-tech et innovation va en sortir grandi, parce que je pense que le monde va changer, il a déjà changé. Et donc, par ricochet, celles qui vont souffrir le plus, moi, à mon avis, c'est le tourisme et le voyage. Je pense que les gens vont se déplacer moins. Toutes choses égales par ailleurs. Pharmacologie, la pharmacie plutôt, pardon, oui, ça va bien se passer. Parce que clairement, il faut qu'il y ait plus d'investissement dans la recherche fondamentale pour ce genre de virus. C'est pas le premier. Pardon, c'est le premier, mais c'est pas le dernier. Merci Jean Ims d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir suivis. Faites-nous part en commentaire de vos avis et des sujets qui vous intéressent. Likez, partagez, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines interviews de Forbes Ecofinance. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.